Monsieur le ministre, monsieur le député, cher Hervé Mariton, merci d'être l'invité aujourd'hui de la presse parlementaire. Nous avons une actualité chargée, et notamment le vote définitif de la loi renseignement cet après-midi, suivi d'une saisine du Conseil constitutionnel par 102 députés demain matin. Quelle va être votre attitude sur la loi renseignement et est-ce que vous avez signé la saisine du Conseil constitutionnel? D'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. J'ai voté contre la loi renseignement et je reste contre ce texte qui est un texte mal calibré à la fois sur le plan politique et sur le plan technique. Je ne suis pas un technicien pointu de ces sujets, mais quand on demande à ceux-ci, ils constatent, pour la plupart d'entre eux, qu'il y a des failles importantes dans le dispositif du gouvernement qui, pour illustrer les choses de manière générale, est un texte qui étend le filet beaucoup trop large, comme on l'a souvent dit, alors que le filet des écoutes et le filet du renseignement, alors que, comme cela a été souligné amplement après les événements de janvier, le sujet dans notre pays est de suivre plus efficacement les personnes que l'on a souvent déjà bien identifiées, plutôt que de multiplier les personnes que l'on écoute. Et techniquement, il y a eu en particulier une note de l'INRIA sur ce sujet. Techniquement, les techniciens considèrent, mais je ne rentrerai pas dans trop de détails là-dessus, que le texte est mal déterminé et mal écrit. En cohérence, j'ai donc signé avec mes collègues le recours devant le Conseil constitutionnel. C'est intéressant de constater d'ailleurs, d'un point de vue plus politique, que l'on a dans la critique et dans le vote sur ce texte, en particulier le vote contre, une définition assez cohérente de ce que sont les libéraux. Quand vous regardez comment nombre d'entre nous, d'histoire politique libérale, comment nous avons voté sur ce texte, vous constaterez qu'un certain nombre de votes contre viennent de libéraux et que pas mal de libéraux ont voté contre ce texte. De droite comme de gauche, mais pour ce qui me concerne, je regarde d'abord à droite, oui. Oui, vous voulez dire d'abord effectivement que le filet, c'est un filet dérivant comme dans la grande pêche, je crois, la pêche de haute mer, et les libéraux, parce que vous défendez les libertés individuelles, là, cette fois, c'est pas l'économie de marché, mais c'est pour les libéraux au plan sociétal. Mais c'est la défense à la fois de la liberté économique et de la liberté des personnes qui ne va pas sans référence, sans repère, sans valeur, mais l'affirmation de la liberté est quelque chose d'important et la protection de l'État ne justifie pas des mesures disproportionnées et au surplus, telles qu'elles sont définies, à l'efficacité mal établie. Est-ce que là, les filets dérivants auraient saisi les écoutes émanant de l'ambassade américaine? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. J'entendais simplement ce matin sur une radio quelqu'un qui disait qu'on sait bien que tout le monde écoute tout le monde, mais que ce qui n'est pas bien, c'est de se faire prendre. Bon, je ne souscris pas tout à fait à ce cynisme-là, mais de fait, on pouvait regarder un peu tout ce débat. Snowden, etc., avec une certaine distance et un peu de hauteur il y a quelques années, l'ampleur des phénomènes laisse un peu pantois, même si dans l'histoire, enfin vous connaissez plein de responsables publics qui vous auront expliqué à tel ou tel moment de leur action les précautions qu'ils prenaient pour ne pas être entendus. Donc personne n'est naïf, mais pour autant il y a un degré de banalisation qui n'est pas heureux et contre cela il faut s'insurger. Donc est-ce qu'on est naïf? La réponse est non. Est-ce que les écoutes peuvent être justifiées dans certains cas? Oui, mais il faut être capable d'en rendre compte et il faut bien sûr que tout cela soit strictement limité. À cet égard, l'amendement Urvoas il y a quelques jours sur les écoutes de résidents étrangers sans que
les contrôles élémentaires justifiés, sinon cet amendement était évidemment tout à fait inacceptable. Il est heureux que le gouvernement l'ait compris. Vas-y. Au regard des dernières révélations de Wikileaks, est-ce que vous trouvez la réponse de l'exécutif assez ferme? Convocation du Conseil de défense, les parlementaires à l'heure du déjeuner, l'ambassadrice des États-Unis à 18h15. Est-ce que c'est de la posture ou est-ce que vous trouvez que la réponse à l'offense est suffisamment forte? Je trouve que c'est une réponse cohérente. On est dans un domaine dans lequel on n'est pas obligé de rentrer dans un jeu de posture politicienne. Est-ce qu'un gouvernement de droite aurait réagi différemment? Je n'en suis pas sûr, donc je réponds que c'est une réponse qui me paraît convenable. Que voulez-vous que le gouvernement fasse à ce stade? Enfin, d'abord, s'assurer en effet d'avoir des systèmes suffisamment robustes pour prévenir les écoutes. Ça, c'est tout le sujet à la fois du comportement des responsables publics. Vous connaissez ces débats. Quand tel responsable tient absolument à garder son portable, le type d'engin qu'on utilise, la manière dont les communications sont cryptées. Donc le sujet relève davantage, je pense, de l'hygiène des responsables publics dans la manière dont ils échangent l'information, sont susceptibles de recevoir ou d'envoyer des informations, plutôt que de faire un cinéma pas possible par rapport aux Américains aujourd'hui. Au fond, c'est la caractérisation des faits qui choque davantage que leur existence même. Donc, soyons pas soyons pas encore plus hypocrites que d'autres là-dessus. Donc, on ne feint pas de découvrir un poteau rose. Simplement, il y a en effet une espèce de déroulement tranquille qui n'est pas acceptable en tant que tel. Le déroulement et sa tranquillité, donc on réagit, ce que le gouvernement fait, le président de la République, et puis surtout, faisons en sorte, dans nos propres pratiques, les responsables publics qui ne protègent pas suffisamment leurs conversations, les données. Ensuite, les choses ne sont pas faciles à protéger. Tout système de cryptage est démontable par construction. Enfin, il y a des gens qui travaillent à ça. Les efforts publics en matière de sécurité de systèmes d'information, en particulier avec l'ANSSI, sous l'égide du SGDNS, ont été considérablement développés ces dernières années. Il y a eu une bonne continuité. Le mandat précédent avait compris l'importance de l'enjeu. C'était une dimension importante du précédent livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Tout ça a été poursuivi par l'actuel gouvernement. On n'est pas sur un sujet partisan, me semble-t-il. En tout cas, moi, je ne juge pas utile de rendre tout sujet partisan. François. Oui, mais sur il y a quand même un précédent, me semble-t-il, avec François Mitterrand qui avait expulsé je ne sais pas combien de conseillers de l'ancienne Union soviétique. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Il n'y aurait pas une réponse ferme de ce type à faire? Je pense qu'on n'est pas dans le même contexte. Il se trouve que, nonobstant des méthodes qui ne sont pas acceptables, les Américains sont nos alliés. Les alliés, ça ne dispense pas d'être vigilants. Et être allié, ça ne veut pas dire être naïf. Les alliés ne sont pas des enfants de cœur, mais on ne réagit pas à l'égard d'alliés de la même manière qu'à l'égard de non-alliés. Donc je pense que il est important de signifier aux Américains que ces manières de faire sont inacceptables. Ils ne cessent pas d'être nos alliés pour autant. Jacques. C'est un petit événement ce matin dans le recours du Conseil. Dans la même salle, il y avait les Républicains, les centristes, MoDem et UDI, et présente aussi Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? C'est rarissime hein, tout de même. Ça veut donc dire que le Front National va avec vous, va s'associer à vous pour ce recours? Écoutez, je ne prends pas le Front National comme un parangon de liberté. Je note aussi la critique qu'un certain nombre d'élus écolos ont exprimé de ce texte. Je ne maîtrise pas la manière qu'a le Front National de penser sur un texte de cette nature-là ou sur tout autre texte. En matière de préservation et de protection des libertés publiques, j'aime autant me fier à d'autres responsables politiques qu'à ceux que vous avez cités. Que pensez-vous du fait que le président de la République lui-même saisit le Conseil constitutionnel avant le vote définitif de la loi renseignement?
C'est une manière de faire un peu curieuse parce que on pourrait imaginer que le président de la République ait sérieusement préparé les choses en amont. Alors, est-ce que ça veut dire que le texte est mal bâti? Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi... Je pense que le sujet est délicat pour le président de la République. Je suis peut-être trop naïf et trop tendre à dire cela, mais on est réellement sur un sujet de liberté publique dont on voit bien qu'il émeut à droite, il émeut apparemment à l'extrême droite, il émeut aussi certains à gauche. Je trouve qu'il y a de sa part une manière plutôt astucieuse, je dénote sans doute avec le discours plus viril que certains à droite portent sur toute chose que fait le président de la République, mais une manière assez astucieuse de sortir de ce débat-là. C'est compliqué quand on est... la gauche, souvent, n'est pas la meilleure défendresse des libertés publiques. Ça, c'est une affaire entendue. Mais elle se prétend être la meilleure défendresse. Et je comprends que, vu de gauche, voir des gens de droite qui s'émeuvent de ce qui se passe dans un texte de ce type, ah, ça, c'est très déstabilisant. Donc, il fallait bien qu'il fasse quelque chose, le pauvre. Donc, ce qu'il a trouvé, c'est ça. Il rassure sa gauche. Oui, enfin, est-ce que vous imaginez, pour des socialistes, considérer qu'au fond, la défense des libertés peut être incarnée par des gens aussi terribles que Mariton? C'est pas concevable, donc il fallait au moins dégainer ça. Pour en venir maintenant aux Républicains et à l'UDI, est-ce que vous vous réjouissez d'un accord aux élections régionales entre les deux formations, incluant aussi le MoDem? Est-ce que ce psychodrame aurait pu être écourté sur cette alliance? Comment voyez-vous les régionales dans ce nouveau contexte? D'abord, les faits, hier, lors du vote au bureau politique de l'UMP, je me suis abstenu. J'ai fait partie des quatre, avec en particulier Jean-Pierre Raffarin, qui nous sommes abstenus. Alors, je vais dire les raisons, mais pour commencer par la fin de votre question, Sophie, est-ce que cet accord aurait pu venir plus vite? La réponse est oui. Enfin, on est vraiment dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que tout le monde le voyait, cet accord. Il est connu de tous depuis des semaines. Enfin, que le théâtre politique puisse porter un faux suspense, tout le monde joue en jeu, les responsables politiques, vous en tant que journaliste, alors que cette chronique est écrite, quand je dis des semaines, je suis modeste, est écrite probablement depuis des mois, en tout cas au minimum des semaines, que les termes d'atterrissage sont connus depuis des semaines, ça a quelque chose qui laisse un peu pantois. En tout cas, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui acceptent de jouer au théâtre. Or, je considère que la politique mérite un peu plus que cela, et un peu mieux que cela. Ensuite, est-ce qu'il fallait arriver à un accord? La réponse est oui. Alors peut-être qu'il fallait un peu de temps pour arriver à l'accord, ça ressemble à cela. Est-ce que c'est un bon accord? Moi, je n'en suis pas sûr. Je pense en particulier que cet accord recèle, et on l'a vu hier dans les travaux de la commission d'investiture, parce que ce qui était intéressant hier, c'est qu'on a eu le bureau politique, puis ensuite les travaux pratiques, la commission d'investiture. Et dès les premiers débats de commission d'investiture, on a vu les difficultés de mise en œuvre de cet accord concrètement sur le terrain, département par département. Donc je ne sais pas exactement ce que cela va donner. Moi je suis absolument favorable à ce que nous ayons des candidatures d'union avec nos amis de l'UDI, et puisque c'est aussi implicite dans l'accord en incluant le MoDem dans l'accord souvent, c'était le cas concrètement quand nous avons parlé du Sud-Ouest hier soir. Je pense que un tiers des sièges, enfin 25%, un quart à un tiers des sièges, c'est beaucoup, et qu'en particulier pour les centristes, et qu'en particulier on va avoir probablement dans beaucoup de départements et beaucoup de régions de grandes difficultés à savoir, parce que c'était le cas dans le Sud-Ouest, mais c'était le cas aussi sur le Grand Est hier, à savoir si véritablement les 25 au tiers rassemblent tout ce qui n'est pas républicain. Et voilà, nous verrons à la sortie. Bon. Je me suis abstenu, j'ai pas voté. Si j'avais considéré que c'était horrible, j'aurais voté contre. Je me suis simplement abstenu, donc je considère que ça n'est pas horrible. Je suis pour l'union, je considère qu'il y a un son d'ambiguïté, et puis maintenant tout ça va se vivre sur le terrain. J'ai du mal à comprendre l'abstention. Soit on est pour, soit on est contre. Oh, ben c'est une... On aime ou on n'aime pas. Sophie, vous connaissez trop bien la vie publique et la vie politique pour savoir qu'il peut y avoir des tiers partis.
je suis pour l'unité, donc je ne vote pas contre. Je considère que cet accord recèle un certain nombre d'ambiguïtés. Je m'abstiens et on les a vues. Concrètement, on a discuté du département de la Haute-Marne. Je vais être très précis. Et dans le département de la Haute-Marne, la tête de liste est une élue de grande qualité qui n'est pas républicain. Et quand on dit à la tête de liste du Grand Est, et donc naturellement, compte tenu de ce qu'on a compris de l'accord, cette tête de liste sera considérée dans le quota du quart au tiers, eh bien, on nous répond non. Bon, donc, voilà. Elle n'est pas membre du parti Les Républicains. Non. Et je pense que cet accord attendu provoque aussi des crises de nerfs. Alain Joyandet veut s'exprimer dès aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas d'accord. Enfin, il va y avoir un certain nombre de mouvements d'humeur comme ça. Ce n'est pas simple. C'est pas simple pour beaucoup de personnes. Vous savez que le député Jean-Pierre Gorge est un proche, et Jean-Pierre Gorge, député maire de Chartres, de son point de vue, et j'écoute ce qu'il dit dans son département et dans sa région, prend mal l'accord qui a été formé dans la région centre, pour avoir vécu un certain nombre de réunions ensemble avec Alain Joyandet cet hiver ou au printemps. Comme d'autres, je me déplace pas mal en France, et il arrive dans ces déplacements que l'un saisisse l'opportunité de l'autre et réciproquement. Donc, par exemple, dans la Nièvre, nous avons fait une réunion ensemble avec Alain Joyandet, mais ça s'est produit dans d'autres départements. Moi, je suis pas un intime d'Alain Joyandet, mais j'ai été réellement impressionné par son énergie de campagne, son effort de campagne, qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc, je comprends ensuite que l'atterrissage, surtout quand ce genre de discussion se prolonge longuement, est quelque chose de difficile, mais à un moment, Nicolas Sarkozy a pris sa responsabilité et il en a en effet la mission. Il est président des Républicains. Dans votre propre région? Oui, vas-y d'abord. Est-ce que pour absolument parvenir à un accord, les Républicains, et donc mieux engager la primaire, les Républicains ont donc été trop généreux avec l'UDI? Mais la question que j'ai posée à Nicolas Sarkozy hier, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup aimé, mais juste avant le vote, était de savoir si les nombreux conseillers régionaux non républicains dont nous allons encourager l'élection, est-ce qu'ils se sentiront engagés par la primaire? Nicolas Sarkozy me répond, il y a une dynamique qui permettra d'eux. Moi, je dis qu'il n'y a pas aujourd'hui d'engagement de Jean-Christophe Lagarde sur la primaire. J'entends ce que dit Hervé Morin, ce que d'autres disent aussi. Voilà, alors, c'est un pari. Nicolas Sarkozy peut gagner son pari, voilà, dont acte, et il se peut que ce pari ne soit pas gagné. À ce stade, je ne le sais pas, et ce qui est un risque, ce qui peut être un pari intelligent aussi, mais ce qui est encore aujourd'hui un risque, nous le payons assez cher. Et je le dis d'autant que je sais que beaucoup de sympathisants, d'électeurs de l'UDI sont plutôt sensibles à ma manière de faire de la politique et à ce que je dis sur le fond. Donc moi j'ai ma propre histoire politique. Je viens de l'UDF, du Parti républicain, de démocratie libérale au sein de l'UDF, avant la fondation de l'UMP. Mais c'est d'ailleurs un point qu'a mis en avant Jean-Pierre Raffarin à juste titre hier. C'est que, au fond, nous avons, c'est un élément fondateur, nous avons adhéré à l'UMP, ce que sont les républicains aujourd'hui, ne venant pas du RPR, dans l'idée qu'il était intelligent d'avoir en France une formation politique à droite qui structure très fortement le paysage politique. Pour être simple, dans un schéma type PS-PRG que l'on connaît à gauche. On voit petit à petit se renforcer quelque chose qui n'est pas dans le rapport de force PS-PRG, mais qui ressemble un peu au rapport de force RPR-UDF qu'on a connu hier. Quand on ne vient pas du RPR, c'est une situation qui n'est pas très confortable. Dans votre région, Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez a des problèmes avec les centristes qui veulent, certains d'entre eux en tout cas, je pense à Patrick Mignola, faire leur liste. Bon, là ils vont être contraints par un accord national. Vous pensez qu'on va arriver à faire l'union dans cette région-là? Enfin, vous demanderez aux responsables UDI de Rhône-Alpes, le chef de file que l'UDI avait désigné, le député maire de Montélimar, Franck Régnier. Je n'ai jamais senti de sa part une énergie absolue
à la candidature de Laurent Wauquiez, et à une liste conduite par Laurent Wauquiez. Donc, Patrick Mignola, en effet, a pris un certain nombre d'initiatives ces dernières semaines. Je pense que tout ça va se résoudre et était programmé pour se résoudre depuis déjà un certain temps. Donc, à la fois, la solution ne me surprend pas beaucoup. Je pense que ça ne devrait pas poser de difficultés majeures. Ensuite, je soutiens et j'ai soutenu d'emblée Laurent Wauquiez dans sa candidature parce que je considère qu'il est celui qui a la plus grande énergie et la plus grande capacité à gagner une région qui n'est pas la plus évidemment gagnable. Elle fait partie de la liste des régions gagnables, mais vous le savez, elle ne fait pas partie des régions gagnées d'avance. Ensuite, chacun a son tempérament. Je n'utilise pas toujours les mêmes mots, je ne fais pas mes phrases de la même manière que Laurent Wauquiez. Chacun a sa manière de s'exprimer. Il y a naturellement des variétés dans la vie politique. Il peut y en avoir entre Laurent et moi-même, et pour autant je le soutiens vigoureusement au régional. Il peut y en avoir entre Laurent et d'autres personnalités de l'opposition en Rhône-Alpes-Auvergne, et pour autant elles le soutiendront vigoureusement aussi. Jacques. Vous êtes un peu engagé dans la lutte contre le projet de loi sur le mariage pour tous. Vous avez passé quelques heures sur ce projet de loi pour le combattre et vous avez échoué. Maintenant, on parle de la GPA. Dans ce qui se passe avec la GPA et autour de la GPA, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que ceux qui étaient contre le mariage pour tous se remobilisent à nouveau, redescendent dans la rue pour manifester ? Les combats ne sont pas exactement les mêmes, le moment n'est pas exactement le même, mais la conviction des hommes et des femmes est intacte. Nous avons réuni quelques-uns des responsables de l'entente parlementaire pour la famille hier pour réfléchir à notre stratégie. Nous lançons avec Valérie Boyer une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur le contournement de l'interdiction de la GPA, parce que tout le monde rappelle que la GPA est interdite en France. On voit bien dans les faits qu'il y a un contournement de cet état de droit. Cela me paraît excellemment un sujet de commission d'enquête. Nous prenons cette initiative avec ma collègue des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Alors ensuite, est-ce que c'est un sujet de manifestation ? Nous étions quelques-uns devant la Cour de cassation la semaine dernière, la veille de la présentation de l'audiencement du dossier. Nous avons dit notre condamnation de la GPA. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Des personnalités de gauche, Sylviane Agacinski s'est encore exprimée récemment sur ce sujet-là. Donc notre conviction est totale contre la GPA. L'alerte que la GPA vient, hélas, à bien des égards, comme une conséquence du mouvement qui a été ouvert il y a 2 ans. Nous voulons mettre en particulier le gouvernement et la majorité en face de leurs responsabilités. Ils nous disent qu'ils sont contre la GPA. Il faut ensuite que les choix politiques et les choix juridiques soient en conséquence. Il n'y a pas de manifestation de grande ampleur programmée le mois prochain. Oui, à propos de ce sujet, est-ce que vous êtes favorable à l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous ? Je pense que dans la vie politique et dans la vie publique, la cohérence et la constance sont des qualités qui ne sont peut-être pas portées par tous, mais j'ai envie d'être de ceux qui portent des qualités de cette nature. Il ne s'agit pas d'être buté, il ne s'agit pas d'avoir des idées fixes, il ne s'agit pas d'être monomaniaque. Je m'engage sur bien d'autres sujets. Avant de vous rejoindre, je réunissais des experts et des collègues du groupe des Républicains sur les enjeux budgétaires, après en particulier l'audition de Didier Migaud, que nous avons pratiqué devant la Commission des finances ce matin. Mais je dois être un esprit sans doute assez simple, mais je considère que quand une loi est mauvaise, eh bien, il est raisonnable de vouloir la changer. Et je continue de penser que la loi Taubira est une mauvaise loi et que cette loi, il faudra la changer. Depuis le début, je suis en phase avec ce que Ségolène Royal avait dit. En tant que rapporteur du budget de l'écologie à la Commission des finances, je suis très critique de Ségolène Royal sur beaucoup de sujets. Mais Ségolène Royal avait eu l'intelligence de dire, et j'en parlais encore avec d'autres responsables de droite hier, que si on avait utilisé un autre mot que le mot mariage, il y aurait probablement eu, même certainement eu, moins de brisures dans notre société. Le sujet vient de là. Donc,
reconnaître la légitimité de l'union d'un couple de personnes de même sexe dans la durée me va tout à fait. D'autant que je considère que la durée est un enjeu important pour notre société. La loi Taubira a tort à considérer que c'était un mariage qui avait alors des effets dans la filiation. Je condamne cela et je reste sur ce que j'ai dit à l'époque, ce que j'ai dit lors de la campagne pour la présidence de l'UMP, ce que je continue de dire. Je suis de ceux qui considèrent qu'une mauvaise loi, ça se change et ça ne se garde pas, et que le temps ne suffit pas à effacer la mauvaise qualité d'un texte. Il ne suffit pas de laisser passer du temps pour se résigner aux choses. Qu'au surplus, ça vaut pour des sujets de société, ça vaut pour des sujets économiques. Je vous prendrai un exemple. La fermeté, la cohérence de nos convictions, de nos choix, de ce que nous disons est tout à fait essentielle. Je prends un exemple qui est à la jonction des questions financières et des questions de société, qui est l'exemple de la retenue à la source. Je vais prendre un exemple en étant un peu désagréable pour ma formation politique, mais je suis un garçon franc du collier, qui est la retenue à la source. Alors j'avais sous les yeux le document. Petite. Alors, bon, maintenant on en vient à la retenue à la source sans micro. Alors, non, simplement, il faut être clair sur ce sujet-là. On est pour ou on est contre. Il peut y avoir au sein des républicains un débat, il peut y avoir des républicains qui sont pour et des républicains qui sont contre. Mais quand la note argumentaire qu'on m'a donnée hier, et que je ne retrouve pas dans mes papiers, mais dit c'est une réforme recevable, mais difficile à mettre en œuvre, je trouve franchement que ça n'est pas une réponse politique satisfaisante. On est pour ou on est contre. Et pour ce qui me concerne, s'agissant de la retenue à la source, j'ai eu la vertu d'avoir toujours été contre, et je suis contre. J'ai développé dans une tribune au Figaro en fin de semaine dernière une dizaine de points qui, je crois, ont le mérite d'être très pédagogiques là-dessus. Voilà. On voit bien que comme certains ont été pour à un moment, contre à un autre, savent plus très bien quelle position adopter aujourd'hui. La cohérence. Et je pense que le crédit des responsables politiques, le crédit d'un projet politique vis-à-vis de nos concitoyens, c'est en grande part affaire de cohérence. Les Français sont inquiets quand ils ont devant eux des responsables politiques qui sont capables de plaider une chose et son contraire à quelques mois ou un petit nombre d'années d'intervalle. Alors, quand je dis cela, ça ne récuse pas toute idée de pragmatisme, d'intelligence de situation. Les Français ne nous demandent pas d'être bornés, idées fixes, maniaques. Mais les Français nous demandent tout de même de dire clairement ce que l'on veut et pas de dire ça se regarde mais c'est compliqué et d'éviter de plaider une chose et son contraire à de si courts intervalles. Du rétablissement de la pantoufle, plus exactement. Bon, alors, on va commencer par la pantoufle. Je suis pour le rétablissement de la pantoufle. C'est quoi le sujet? C'est que les élèves qui ne remplissent pas un certain nombre d'obligations remboursent l'État. Ça me paraît tout à fait cohérent. Il se trouve au surplus que le système était devenu très compliqué et très vicié, qui fait que celui qui assumait le moins de contrepartie à l'égard de l'État était dispensé de tout paiement, et que celui qui assumait une partie de sa contrepartie pouvait se trouver dans une situation à avoir malgré tout à rembourser une partie de la pantoufle. C'était absolument incohérent. Celui qui se fichait totalement de contrepartie à l'égard de l'État
était clean de tout engagement, et celui qui commençait d'avoir un engagement avec l'État, lui, se trouvait le plus pénalisé. Tout ça a été rationalisé. Le décret a mis beaucoup de temps à être publié. Il a été publié. Il y a désormais de nouveau remboursement de la pantoufle. C'est une très bonne chose. La Cour européenne des droits de l'homme. Je dis quelque chose d'assez original, mais qui me paraît extrêmement puissant. Excusez-moi de le dire de cette manière-là. En démocratie, réellement c'est important. En démocratie, quand la loi est mauvaise, eh bien on espère qu'une autre majorité permettra de la changer. En démocratie, quand une décision de justice est mauvaise, eh bien on espère qu'un changement de loi ou qu'un changement de constitution pourra un jour corriger la trajectoire. Et l'histoire est faite de lois qui permettent de corriger la trajectoire de la justice. Après. Pas sur l'affaire antérieure, mais pour la suite. L'histoire est pleine de lois qui se font retoquer par le Conseil constitutionnel et qui justifient une réforme de la Constitution qui permettent de remettre le cours de la justice, y compris de la justice constitutionnelle, dans le chemin que le peuple souverain souhaite. Or, ce qui est possible dans l'ordre interne ne l'est pas dans l'ordre international. Et ça, c'est insupportable. Alors, quand l'ordre international, et c'est là où ma remarque est vraiment importante, quand l'ordre international a peu de place dans la vie des sociétés, c'est pas grave, c'est anecdotique, ça arrive rarement, une fois de temps en temps. Mais quand l'ordre international a une part majeure dans la vie de nos sociétés, que ce soit le droit européen, la Cour de justice des communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l'homme, c'est tout simplement insupportable. Et donc, il faut résoudre cette situation. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. L'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Mais je dis que dès lors que nous assumons durablement que le droit européen a une part importante dans notre société, on doit être capable de corriger la trajectoire du droit européen, sinon ça ne s'appelle plus une démocratie. On a cet exemple concret avec la GPA. Si les tribunaux français considèrent qu'ils sont liés par un ordre européen, la Convention européenne des droits de l'homme, a des conséquences qui nous sont insupportables, pas sur des sujets incidents, mais sur des sujets fondamentaux, alors il faut être capable de corriger l'ordre européen. Et là, extraordinaire, Cameron nous en donne l'occasion. Je crois que j'ai été le premier à réagir en disant que Cameron, il ne fallait pas mépriser les questions qu'il nous posait. Et que Cameron nous pose de vraies questions de subsidiarité et de vraies questions d'évolution et de démocratie dans l'ordre européen. Et peut-être qu'on n'est pas d'accord avec toutes les réponses que Cameron veut apporter, mais Cameron est d'accord pour déverrouiller le débat. Ça vaut pour l'Union européenne, ça vaut pour le Conseil de l'Europe. Eh bien là, on doit dire chiche. Peut-être que les sujets qu'il pose ne sont pas les mêmes que les nôtres. Peut-être d'ailleurs que sur les sujets qui nous intéressent, il n'arriverait pas exactement aux mêmes réponses que nous. Mais en tout cas, il fait partie des rares courageux à dire, en démocratie, on ne peut pas avoir un ordre juridique verrouillé pour l'éternité des temps. Si une situation n'est pas satisfaisante, il ne suffit pas de nous dire que la Cour de justice des communautés européennes ou que la Cour européenne des droits de l'homme a dit que, pour que la démocratie s'arrête. Et donc, on doit être capable d'ouvrir cela. Je constate que d'autres personnalités ont pris aussi cette balle au bond. Je dois avoir un certain nombre d'entre elles dans les jours qui viennent, où j'ai pu rencontrer, mais je constate qu'aussi bien Alain Juppé que Valéry Giscard d'Estaing sont de ceux, mais il y en a d'autres, qui regardent aujourd'hui sans mépris les questions qui sont posées par Cameron. Et soyons attentifs à cela. Voilà, je l'ai dit de manière un peu ferme, parce que je pense que c'est une question absolument considérable. Si on considère que le droit européen stratifie sans aucune capacité de jamais revenir sur rien, eh bien, au bout de quelques années, ça n'est plus de la démocratie, et c'est insupportable pour les peuples. J'ajoute, s'agissant de Cameron, que afficher du mépris à son égard et faire preuve de tant de volonté d'accommodement à l'égard de M. Tsipras, ça serait par anticipation donner dans notre pays raison à M. Mélenchon ou à Mme Le Pen, ce que je ne souhaite pas absolument. Votre réponse me conduit à vous poser une question sur les institutions en France. Manifestement, tout ce que François Hollande avait
s'était engagé à réformer, que ce soit sur le plan constitutionnel, le droit de vote des étrangers, la réforme du CSM et d'autres, et sur le plan législatif, une dose de proportionnelle. Tout ça, à mon avis, on approche de 2017, tout ça va être enterré définitivement d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que vous aviez en tête des réformes institutionnelles qui vous tenaient à cœur et qui ne vont pas voir le jour? Il n'y en a aucune qui soit importante, Madame la Présidente. Franchement, la France souffre de beaucoup de maux, mais les problèmes de la France ne sont pas d'ordre institutionnel. Il faut être ignorant des questions économiques ou incompétent ou totalement résigné ou joueur cherchant à leurrer les Français hors des priorités pour considérer que nos problèmes seraient d'ordre institutionnel. Alors, ma remarque vaut pour tous, elle vaut à gauche, elle vaut à droite. Et est-ce qu'à la marge, on peut un jour considérer que ça vaut la peine de diminuer le nombre de députés? Peut-être, mais le sujet n'est pas là. J'avais réagi lorsque le président Bartolone s'était fait l'écho de cette idée curieuse, de mon point de vue, de rendre le vote obligatoire. Mais la défiance des Français à l'égard de la politique, elle ne sera pas corrigée parce que le vote sera obligatoire demain. La défiance des Français à l'égard de la politique sera corrigée parce que nous aurons des résultats sur le plan économique, parce que les Français auront en face d'eux des responsables politiques qui, sur des sujets importants, ne changent pas d'avis tous les 15 jours, par des responsables quand ils auront en face d'eux des responsables politiques qui ne sont pas capables de plaider une chose et son contraire avec un égal talent. Le nombre de députés, le mode d'élection des députés est totalement marginal. Donc ce n'est pas des questions irrecevables en tant que telles, mais ce n'est pas le sujet. Alors, le soutien du groupe dans une commission d'enquête, vous êtes trop savant de la vie parlementaire pour savoir que ça se gagne. Donc, il nous appartient, nous lançons notre initiative avec Valérie, il nous appartient de rassembler le soutien du plus grand nombre de nos parlementaires. J'ai naturellement discuté de cette initiative avec Christian Jacob, qui trouve que c'est une bonne initiative. Il ne m'a pas signé en 4 exemplaires un engagement irréfragable que ce serait la commission d'enquête du groupe lors de la prochaine session. Mais je crois vraiment que c'est un sujet de commission d'enquête. C'est vraiment aujourd'hui, le problème c'est le contournement de la loi. Donc, faire comparaître devant nous les responsables publics de différentes institutions pour qu'ils nous expliquent comment ce contournement fonctionne, je pense que ça peut être tout à fait utile et que la commission d'enquête peut aider à avancer. La première question sur une commission d'enquête, c'est au-delà de l'affichage politique et de l'événement, c'est est-ce que ça peut permettre d'avancer sur le sujet? Est-ce que ça fait avancer le débat et la compréhension du problème? La réponse est oui. Donc, on est vraiment sur un sujet de commission d'enquête. 2, c'est un sujet qui mobilise largement. 3, il a le soutien de beaucoup de députés et aura le soutien de beaucoup de députés républicains. 4, j'espère que Christian Jacob aura à cœur d'être bien en phase avec ses troupes, mais je ne doute pas qu'il le sera, mais voilà. François. Il me semble que le Front National s'exprime aujourd'hui dans le débat politique du pays sans entrave majeure. Alors le Front National n'est pas présent au Parlement, ou en tout cas peu. Il est présent à l'Assemblée nationale comme au Sénat, mais pas avec de grands nombres. C'est lié à un mode de scrutin qui me va pour beaucoup de raisons, parce que je suis très attaché au lien entre les citoyens et leurs représentants. Je défends le scrutin d'arrondissement, entre autres parce que le scrutin d'arrondissement permet de ne pas être l'employé de son parti. Le jour où vous avez les députés à la proportionnelle, un peu plus ou beaucoup, ce sont des employés de leur parti. Eh bien, je n'ai pas envie que la loi soit faite demain par les employés des partis politiques. Il y a déjà trop de personnes
qui imaginent que les députés devraient être aux ordres des partis. J'ai été candidat à la présidence de mon parti, je l'assume tout à fait, c'est très important les partis politiques. Pour autant, la représentation nationale doit avoir son autonomie, sa liberté, son exigence, qui ne va pas bien avec la proportionnelle. Et par ailleurs, je pense que le fait majoritaire, nous le subissons aujourd'hui, nous n'avons pas la majorité. Je pense en même temps que le fait majoritaire était important. J'ai connu, monsieur, les affres de la proportionnelle dans les régions, quand cela a amené des régions de droite à augmenter les impôts de manière tout à fait considérable, parce que accord négocié avec les écolos à un moment donné. Ça ne me paraît pas souhaitable. Jean-Michel ? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'une mauvaise loi, on doit être capable de la corriger ou de l'abroger. S'agissant de la loi NOTRe, il y a beaucoup de choses. C'est une loi qui est tout de même extrêmement abondante. Il y a des choses qui ne vont pas. Tout n'est pas nécessairement à mettre à la poubelle dans ce texte. En tout cas, sur l'organisation territoriale, je trouve, en effet, pour moi, ce qu'on a fait lors du mandat précédent n'est pas la raison ultime de toute chose et la perfection du monde, mais je trouve que le conseiller territorial, c'est plutôt quelque chose d'intelligent. Donc, aujourd'hui, la position dominante aux Républicains, c'est de dire que le bon schéma, c'était le schéma du conseiller territorial. Je suis sur cette idée-là. Jacques, comment réagissez-vous sur ce que je crois est historique? L'Académie française, dans sa totalité, fait savoir publiquement de connaître ses plus grandes réserves à l'encontre d'un projet gouvernemental. Mais je crois qu'il y a des responsabilités, qu'il est important de les assumer, que l'Académie a raison de dire ce qu'elle dit. Je veux préciser cependant que, par exemple, je n'ai pas signé l'appel de Bruno Le Maire pour une raison qui me paraît, ou deux raisons qui me paraissent importantes. C'est que les critiques de la droite sur la réforme, et cette réforme est infiniment critiquable, mais les critiques ont été trop rapides sur deux enjeux essentiels que sont l'autonomie des établissements et l'autorité des chefs d'établissement. Or, je trouve que nous sommes trop allés dans les bagages des syndicats enseignants qui sont contre la réforme. Et nous avons de bonnes raisons d'être contre, et Bruno Le Maire a développé d'excellentes raisons d'être contre la réforme, mais qu'il y a deux raisons supplémentaires que nous n'avons pas assez développées, et alors que les syndicats enseignants sont d'ailleurs là-dessus dans une position totalement contradictoire à la nôtre. Oui, mais je viens sur l'organisation, et je rends compte de ma position sur l'ensemble de ce débat. Est-ce qu'il faut développer l'autonomie des établissements? Je trouve dommage qu'à droite nous ne l'ayons pas suffisamment dit. Moi je l'ai dit. Je ne suis pas également impliqué dans tous les sujets, donc j'en ai pas non plus fait des moulins. Mais l'autonomie des établissements, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai posé une question au gouvernement, cependant, une fois là-dessus, en rappelant ces deux principes, de l'autonomie et de l'autorité des chefs d'établissement, qui passent par une évolution majeure, que sera l'annualisation du temps de travail des enseignants. Voilà, je ne veux pas trop développer là-dessus. Ensuite, sur les programmes, non, mais sur les programmes, je pense que les programmes ont été en effet mal définis. Annie Genevard, qui nous représente, a développé cela avec beaucoup de détails et beaucoup d'acuité. Cette affaire, à la fois sur l'organisation des établissements et sur les programmes, a été mal engagée. Et pour tout vous dire, un certain nombre d'amis qui sont dans ces milieux m'ont expliqué qu'on nous a épargné des évolutions de programmes qui auraient pu être pires encore, non pas au collège, mais dans d'autres ordres d'enseignement. Par exemple, il y avait dans les tuyaux une évolution du programme de l'enseignement en grande section de maternelle qui aurait refusé toute démarche trop didactique en maternelle, en gros privilégiant la pâte à modeler sur la reconnaissance des mots. Voilà, je dis ça parce qu'on m'a expliqué qu'on était vraiment passé très près de cela, parce que vous avez toute une vision de l'enseignement qui refuse en maternelle que l'on identifie un mot, ba, 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 théo, to, bateau, et pour certains c'est absolument horrible, et l'enseignant de maternelle devrait se concentrer davantage sur la pâte à modeler. Heureusement, on nous a épargné ça.
Oui. Donne son avis? La réponse est oui. C'est un débat qui est politique, mais c'est aussi un débat qui a à voir avec notre langue, avec notre culture, avec ce qu'est notre pays. Donc si l'Académie française pense quelque chose sur un sujet de ce type, je trouve que ce serait grave qu'elle ne le dise pas. Depuis son élection à la présidence des Républicains, Nicolas Sarkozy a quand même du mal. On voit que les sondages sont pas très favorables pour lui. Est-ce que vous trouvez qu'il a fait un bon démarrage de chef de parti? Moins d'1 an, mais ça permet quand même d'avoir un jugement. Et est-ce que ça vous a rapproché de lui ou éloigné de lui, le fait d'avoir été battu par lui? Le fait d'avoir été candidat, j'aurais préféré gagner, mais le fait d'avoir été candidat, bien que battu, fait que nous nous voyons plus souvent parce que il est convenu et les choses fonctionnent bien à cet égard que je sois consulté et associé aux différentes étapes importantes de la vie de notre mouvement, de notre famille politique. Et c'est une forme de réponse aussi à la première question. Est-ce que Nicolas Sarkozy assume bien sa mission de président des Républicains dans le cadre et avec la feuille de route sur laquelle il a été élu? La réponse est oui. On a cette difficulté fondatrice d'un président de parti qui sera candidat aux primaires. Je pense que ça rend les choses très compliquées, mais le peuple souverain de l'UMP a élu Nicolas Sarkozy en sachant cela. Donc je n'ai rien à ajouter, rien à reprocher de plus aujourd'hui. Donc Nicolas Sarkozy fait bien son boulot et très bien son boulot de président des Républicains. Il a d'évidence, chacun le constate, un respect réel de la variété de ce que sont les Républicains aujourd'hui et entre autres de ceux qui ont été ses concurrents à l'élection du président de l'UMP. Et puis ensuite, on garde cette difficulté aujourd'hui. Est-ce que les Républicains, c'est vraiment davantage qu'une addition d'écuries de préparation des primaires? On voit bien qu'il y a des éléments techniques qui existent. La commission d'investiture fonctionne, parce que personne n'imagine qu'il n'y ait pas de commission d'investiture. Donc les éléments techniques de base, les incontournables de ce qu'est un parti politique fonctionnent et fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a une dynamique propre, un affect propre, une valeur ajoutée propre des Républicains supérieure à la somme des partis, des écuries, on le verra. Alors, comme Nicolas Sarkozy n'a pas annoncé sa candidature et qu'il ne s'est pas lancé dans une écurie visible, en tout cas, ou immédiate aujourd'hui, il n'y a pas de réponse tout à fait à cette question. Je crains par exemple, mais on verra avec la durée, mais je crains par exemple qu'un certain nombre de personnalités se détournent assez rapidement du bureau politique, considérant que la vie est ailleurs. Donc ça, c'est le temps qui le dira. Est-ce que la vie est aux Républicains? Est-ce que la vie est ailleurs? Dans les mois qui viennent, nous verrons. Oui, François. J'ai beaucoup d'estime pour Dominique de Villepin. Je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé être à la fois son ministre, mais surtout plus longuement l'aider et le soutenir dans son action et son engagement politique quand il était Premier ministre. Mais bon, je crois qu'il est passé à autre chose aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je n'ai pas de confidence de sa part là-dessus. Quand nous avons parlé des régionales tout à l'heure, vous avez expliqué que l'accord républicain-UDI était lié aussi à la nécessité de préparer la primaire pour 2016. Est-ce que tout n'est pas mélangé dans l'esprit des gens si d'ores et déjà il faut, à travers un accord régional, préparer la primaire pour 2016? Heureusement, il y a des gens qui ne regardent pas tout ça. Et donc, il y a des citoyens qui, assez loin d'une discussion comme celle-ci, vont tout simplement être sollicités pour des élections régionales avec des candidats faits de chair et d'os au mois de décembre 2015. C'est une manière pas très glorieuse de répondre à la question et de se rassurer, mais c'est tout de même une dimension concrète et opérationnelle.
Ensuite, est-ce qu'on mélange tout? Sans doute pendant la campagne même de la présidence de l'UMP, y compris dans des journaux tout à fait respectables, il est arrivé qu'on ait tout de même un peu de mal à comprendre qui était candidat à la présidence de l'UMP, qui pointait le nez pour les primaires. Des candidats très estimables pour les primaires ont d'ailleurs fait le choix d'annoncer leur candidature en plein milieu de cette campagne. Enfin, voilà, tout le monde assume le mélange de beaucoup de choses. Ça n'aide pas, mais ça, Madame la Présidente, ce sont des péripéties. Ce que les Français retiendront, c'est d'ici quelques semaines, au retour de l'été, une campagne pour les régionales qui se déroulera concrètement avec de vrais candidats aux régionales et les présupposés de l'accord entre les Républicains et l'UDI. Je ne pense pas que ça impressionnera plus que cela l'opinion. Ensuite, chacun sent bien qu'après les régionales, nous serons dans une phase opérationnelle des primaires. Nous le sommes déjà à bien des égards. Des candidats sont explicites ou très implicites. La mécanique des primaires se prépare, les bureaux de vote, tout cela. Mais on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes. Enfin, malheureusement, tout le monde ne vote pas, mais on peut espérer tout de même que des dizaines de millions de Français votent aux élections régionales. On doit espérer que des millions de Français voteront aux primaires. Il n'y a pas des dizaines de millions de Français qui s'intéressent à la mécanique des primaires et à l'articulation des primaires et de l'accord pour les listes régionales. Sur le principe de ces primaires, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parce que finalement, on peut estimer que ce n'est pas très cohérent avec les institutions de la Ve République. Donc, vous qui aimez la cohérence, est-ce qu'elle existe ou pas? Je crois que la cohérence existe dès lors que le choix est large, dès lors que les Français peuvent s'exprimer librement. Donc beaucoup dépendra de la qualité technique de ces primaires, mais nous sommes nombreux à être attachés à cette qualité. Est-ce que les choses fonctionnent bien? Je pense que ce n'est pas contradictoire avec la Ve République et que la force du choix présidentiel, l'importance de ce choix, l'intérêt que les Français y prêtent, maintiendront de toute manière une tension forte après même la primaire. Tout ne se joue pas au moment de la primaire. Certains considèrent que la primaire préempte le premier tour de scrutin. Je conseille plus de prudence là-dessus. L'élection présidentielle, je ne pense pas que les Français veuillent en être désappropriés. Il y a un premier tour, il y a un deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça sera l'affaire d'avril et de mai 2017. Et en amont, il y a la primaire. Une formule classique, c'est la plus mauvaise manière de choisir notre candidat, à l'exception de toutes les autres. Sur cette formule très ironique, nous vous remercions, Monsieur le Ministre, d'avoir été l'invité de l'Association des journalistes parlementaires. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette invitation. Je suis sûr aussi, je lance une invitation et un peu d'autopromotion. Toutes celles et tous ceux d'entre vous qui auront envie de venir aux estivales de Droit au Cœur, le dimanche 5 juillet à Suse-la-Rousse, c'est dans la Drôme. Donc j'anime ce beau mouvement, Droit au Cœur, depuis déjà quelque temps. Il contribue à la vie politique à droite, et avec les Républicains en particulier. Et pour renforcer la cohérence, l'intensité de notre projet, nous proposons une matinée de travail. Vous aurez tous très envie de vous y précipiter, le 5 juillet au matin, à Suse-la-Rousse. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui.